Nous voilà repartis maintenant pour une autre heure du Weboton Haïti. Et au cours de la prochaine heure, on va aborder le vaste dossier de la situation en Haïti présentement à travers le prisme d'organismes humanitaires. Et aussi, on aura des discussions aussi sur comment la politique pourra jouer un rôle dans la reconstruction d'Haïti au cours du prochain trimestre. Je vais faire un tour de table pour Michel, n'est-ce pas, pour nous présenter nos invités? Ben, ça serait une très bonne idée. OK. D'abord, je vais vous présenter Julien Carlier. Julien Carlier qui s'occupe des affaires Internet au Ceci. C'est ça. C'est bien ça? Depuis quelques semaines maintenant, je suis rentré au moment de la crise en Haïti. Et puis pour durer dans le temps et voir comment on structure tous les réseaux sociaux autour de la cause du Ceci. J'ai oublié le nom de votre collègue. Vous le présenter, s'il vous plaît? Myriam Femi. OK, Myriam Femi, qui travaille au département des communications pour le Ceci. Ton titre? Conseillère en communication. Conseillère en communication du Ceci. Tu étais sur le terrain Haïti 5 jours après le tremblement de terre. On va entendre ton témoignage tantôt et puis on va tenter de voir aussi comment, avec nos experts, Michel, on pourra outiller des organismes avec plus de performance sur le terrain. Monsieur Denis Coderre, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Denis Coderre, qui est très actif sur la twittosphère. Mais qui travaille quand même. Et sur Facebook Parce qu'ils vont me le aussi. dire, là. Ouais. Twitter, Facebook, quel bel outil. Bientôt un blog, peut-être. On y travaille, là. Oui. On verra. Junia Barrault, qui est vice-consul d'Haïti. Bonjour, madame. Bonjour, M. Fémiot. Bonjour, Mme Blanc. Merci pour l'invitation. Ben, merci d'être là. Et nous avons ici Marisa Curcio, qui est agente de communication de Nouveaux Médias à Oxfam. Merci d'être avec nous. Bonjour. Avant qu'on recommence la deuxième portion, comme vous le voyez, on est un plateau très relax. Hein? C'est un petit peu à l'image des médias sociaux. On est des gens qui aiment avoir du plaisir, rigoler et discuter et échanger. Et parlant d'échange, ben, on invite nos auditeurs Internet à visiter le site haïti.guignoletduweb.org et dans la barre latérale de droite, vous avez plusieurs hyperliens menant directement au site et aux pages transactionnelles d'organismes venant en aide à Haïti. Vous avez notamment les hyperliens menant à Oxfam et les hyperliens menant au CECI. Alors, gênez-vous pas. Et des gens nous ont demandé sur le web combien d'argent on pense amasser avec cette initiative. Eh bien, dans l'esprit du web et dans l'esprit des médias sociaux, le web fonctionne avec des hyperliens. Et les hyperliens, ben nous, on a décidé, plutôt que d'amasser l'argent nous-mêmes, avoir des frais d'administration et redonner l'argent par la suite, de plutôt valoriser les mécanismes du web qui sont les hyperliens. Donc, on juge que les internautes vont être assez grands et assez généreux pour cliquer eux-mêmes sur les hyperliens et faire leurs propres dons. Aussi, dans un esprit altruiste, l'idée, c'est de faire du bien et de ne pas nécessairement se vanter de combien de bien on a fait. Donc, on compte sur vous pour votre générosité et aider Haïti. Maintenant, ben, on va commencer par un tour de table et on va discuter de comment les ONG et comment le gouvernement pourraient bénéficier des médias sociaux pour être plus efficaces au niveau de la logistique et pour être plus efficaces dans la levée de fonds et finalement comment ils pourraient se servir des médias sociaux pour aider véritablement la reconstruction d'Haïti. Donc, on va commencer... Oui, on va commencer à ta gauche ici avec Marisa Curcio, qui est agente de communication à Oxfam. Peut-être nous parler des dossiers que vous menez ces temps-ci là, dans le contexte d'Haïti. Oui, ben, je vous dirais, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a une action concrète. Ben, on est sur les médias sociaux Oxfam Québec depuis 2007, donc Facebook, YouTube, c'est 2007. Twitter, on a commencé en février 2009, donc on était encore néophyte sur Twitter, mais Haïti a fait débouler les médias sociaux dans notre cours, puis ça a été super intéressant de voir ça. Je vous dirais que on s'est servi des médias sociaux pour les relations médias, c'est une chose que vous n'avez pas mentionnée. Oui, pour mobiliser, oui, pour avoir des dons, mais aussi en relations médias. Ce qui rentrait au début, c'était seulement Skype, Twitter,
quand on avait de l'information sur le terrain. Donc Ce qui rentrait donc la communication d'Haïti au bureau à Montréal. Oui, exactement. Donc, ça a été une diffusion exponentielle avec les médias sociaux. Pour rejoindre les journalistes, on avait un collègue qui s'appelle Louis Bélanger qui était sur le terrain. Donc, lui utilisait beaucoup Twitter. Son seul outil, c'était son cellulaire. C'est le plus simple que tu peux avoir en Haïti quand tu es après un séisme. Donc, lui, il tweetait, disait, bon, ben aujourd'hui, on s'en va distribuer de l'eau à tel endroit dans un camp de personnes en Haïti. Puis les journalistes, il dit, j'avais 3 journalistes qui se pointaient. C'est beaucoup plus simple comme fonctionnement Twitter que d'envoyer un communiqué. C'est moins lourd, c'était rapide. Moi, j'avais exactement la même chose. J'étais connectée au bureau au Québec. Puis je voyais les infos rentrer sur Twitter, puis je diffusais à nos militants. Donc, au niveau des relations médias, ça a beaucoup aidé. Au niveau des dons, de la mobilisation du public, pour vous donner d'autres exemples concrets, on avait YouTube. Donc, Oxfam a mis une vidéo en ligne comme 2 heures après le séisme en Haïti. On a copié la Croix-Rouge qui avait fait une vidéo aussi. Donc, c'est seulement un directeur devant une carte. Puis, elle faisait un appel aux dons. Puis le lendemain, quand les gens rentraient sur YouTube, sur Google, ils tapaient Haïti, tremblement de terre, ce qui sortait, c'était ces vidéos-là. Puis on a eu 600 000 vues, visionnements de ces vidéos-là. Donc, ça a été super intéressant du côté de la mobilisation aussi. Puis je dirais, au niveau des ONG, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié avec les médias sociaux, c'est la reddition de comptes. Donc, comment on pouvait dire aux gens ce qu'on faisait sur le terrain, quasiment en temps réel. Donc, pas nécessairement en temps réel, mais quotidiennement, nous, on a fait des courriels d'information. Moi, quand j'avais des tweets, je les retweetais à nos gens. Donc, ça a été très apprécié pour les gens. C'était concret. Là. On leur disait, ben là, on est en train de construire une toilette, on a des problèmes, l'essence n'est pas arrivée, mais on va le régler. Donc, c'est une nouvelle façon pour des ONG d'être en contact avec le public et d'être capable de leur transmettre la réalité du terrain, là, comment que leurs dons aident. Merci. On va revenir avec les défis aussi que vous allez rencontrer pour maximiser encore plus votre impact sur le terrain avec les sites de réseaux sociaux. Si tu me permets, juste avant, il y a une autre personne qu'on a oublié de dire bonjour et c'est notre interlocuteur Skype et on est en contact avec M. John Osben. Alors, bonjour John. Bref, on va revenir à John dans quelques instants. John Osben nous parle de Vancouver. On reviendra avec John un peu plus tard, mais j'aimerais qu'on comprenne l'opération que le CECI a menée sur le terrain à Haïti et puis le rapport que vous avez entretenu avec les sites de réseautage sociaux en ligne. Je suis assez d'accord avec ce que ma collègue disait tout à l'heure. Puis les réseaux sociaux sont venus aussi ajouter à la reddition de comptes. Puis ce point-là, je le trouve intéressant parce qu'il y a beaucoup de scepticisme par rapport à où va l'argent, par rapport à est-ce que les actions sont vraiment menées. Et là, encore plus pour Haïti, parce que, M. Codin, je pense, on en avait parlé au lendemain du séisme. Lors des derniers, en 2004, lors de l'ouragan Jeanne, il y avait eu beaucoup de problèmes d'argent qui ne s'étaient pas rendus. Donc, nous, c'était une de nos craintes que les gens soient plus frileux à être généreux. Donc, une des raisons pour lesquelles le lendemain du séisme, c'était clair pour nous qu'il fallait, avoir des comptes Facebook, Twitter, d'envoyer une équipe sur le terrain pour montrer rapidement ce qui se passait. C'était un des objectifs là, vraiment importants pour nous. Ça. Et l'impact, quel est le bilan que vous faites là, par rapport à l'impact que vous avez eu dans vos travaux en utilisant les sites de réseautage sociaux en ligne? Clairement positif. Là, c'est sûr que c'est une catastrophe sans pareil, mais en même temps, la campagne aussi a été sans pareil, donc à la même hauteur. Pour nous, on a vu l'impact rapidement. Dès le premier jour, les médias nous ont contactés, ont voulu contacter des gens sur le terrain. Au niveau de la collecte de fonds, on n'a jamais ramassé autant d'argent. On est une petite organisation, le CECI, là, donc pour nous, le défi était là, c'était de pouvoir aussi continuer à alimenter ces réseaux sociaux-là. On en parlera tantôt des défis, mais pour nous, c'est clair qu'avec une petite équipe comme la nôtre, qui était un petit peu en retard, je dois avouer, sur l'intégration des plateformes Internet et des réseaux sociaux, on a dû se tourner rapidement là-dessus. Merci Myriam, on y reviendra. Michel, John Osben est là, est en ligne. Bonjour John. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Pas mal. Bienvenue de la site des Olympiques de printemps, Vancouver. Ben oui. C'est dans ta cour arrière, finalement. Oui. Alors, John, on est avec des gens, des organismes non gouvernementaux.
On est avec des gens qui sont des représentants du gouvernement, qui vont nous parler, on va parler avec eux tout à l'heure de comment eux ont pu saisir l'ampleur de la catastrophe haïtienne et comment eux peuvent discuter avec les gens qui sont en Haïti. Mais toi, en tant que spécialiste du réseautage, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur comment les médias sociaux peuvent aider les ONG et les gouvernements à être plus efficaces, à ramasser plus d'argent pour aider le peuple haïtien? Est-ce que vous pouvez répéter rapidement et simplement, il y avait un mélange de sons, je n'ai pas vraiment saisi la question telle qu'elle. Toi, John, comme tu es un spécialiste du réseautage et de la force des réseaux, comment tu peux nous expliquer ce que peuvent faire les gouvernements et les organismes non gouvernementaux pour profiter pleinement des médias sociaux? Ah bon, ok, très bien. Il y a plusieurs choses. Sans doute, vos interlocuteurs ont déjà discuté beaucoup que aujourd'hui, avec l'évolution du web et Web 2.0 et tout ça, pendant les 5 dernières années, il y a énormément d'outils qu'on peut utiliser, soit Twitter, soit blog, soit des vidéoclips, soit RSS feeds, hashtags, widgets, bots, etc., pour ramasser, pour agréger, pour en fait diviser et comparer les renseignements qui sont disponibles dans les flots d'informations dont les gens contribuent tout le temps, surtout quand il y a des catastrophes comme Haïti. Rapidement, il y a des réseaux informels qui se manifestent pour faire circuler l'information. Je discutais exactement de ça l'autre jour avec un de mes collègues qui travaille avec le UN Peacekeepers. En fait, il y avait plusieurs qui sont décédés à Haïti, mais lui, il faisait le point sur la différence et la complémentarité des réseaux établis qui sont formels par exemple, le UN Peacekeepers et les réseaux informels qui sont créés par les gens qui sont les UN Peacekeepers pour chercher, pour ceux qu'ils connaissent, pour avoir des updates, etc. Et je crois que les gouvernements peuvent utiliser des structures formelles et aussi s'impliquer dans des structures informelles. Et pour ramasser l'argent, pour ramasser les ressources, etc., je crois que ça serait intéressant pour les gouvernements et les agences gouvernementaux et non gouvernementaux de réfléchir sur quelles seront les structures, les architectures optimaux pour l'utilisation des deux, des sites web et des structures formelles pour fournir et faire circuler les renseignements et les structures informelles pour que les gens puissent se tenir au courant quasiment en temps réel. Est-ce que ça, c'est une réponse d'un genre que vous cherchez? Oui. On n'est pas loin. Merci, John. C'est une très bonne réponse. On voit qu'il y a comme un esprit olympique dans ta réponse, d'ailleurs. Hein? On voit que c'est direct sur le point. Moi, je te donne 9,8 sur 10. Maintenant, on va passer à un personnage qui est très, très, très important au niveau politique sur Twitter. Monsieur Coderre. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Monsieur Coderre, il y a beaucoup de politiciens qui vous observent. Vous êtes un peu le modèle d'utilisation. Oui, c'est ça, vous avez de la pression. Vous êtes peut-être le modèle d'un politicien canadien qui est le plus présent ou présent de manière le plus efficace sur Twitter et sur Facebook. Oui. Et en plus de ça, ça donne que vous, dans votre comté, c'est peut-être là où il y a le plus gros pourcentage d'Haïtiens au Canada. Alors, vous, c'est quoi votre réaction? Comment vous avez entendu parler
du phénomène d'Haïti, comment vous avez suivi ce phénomène-là via les médias sociaux? En créole, s'il vous plaît. Oui, non, mais j'ai dit à la vice-consul, j'ai dit, moi, je suis comme poisson crasé dans le bouillon. Alors, je me sens partie prenante c'est mes frères et mes sœurs. Écoutez, ça fait 36 ans que je suis à Montréal-Nord, donc, puis ça fait 25 ans que je suis en politique, donc c'est sûr qu'il y a eu cette proximité de tout instant. J'ai bien profité de la gastronomie haïtienne aussi. Le griot. Chez Toto, magnifique. Mais il y a le lambi, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous dirais que, pour moi, Twitter, avec la catastrophe, le sinistre haïtien, a été un élément de survie. Moi, j'avais des membres de beaucoup de mes amis, beaucoup de mes proches qui étaient là-bas et qui ont eu des pertes. Et dans les minutes qui ont suivi le tremblement de terre, je recevais de l'information. Et je me rendais compte que par Twitter, j'avais de l'information privilégiée. Et pour vous faire une petite anecdote, moi, j'ai été en contact dès le début, même si je suis de l'opposition. On a dit qu'Haïti est apolitique, et puis je pense qu'on a ce français en partage et cette culture commune qui fait en sorte qu'on ne doit pas faire de politique sur le dos. Moi, j'ai eu le bureau du premier ministre et le ministre Cannon des Affaires étrangères qui m'a demandé conseil parce que je connais bien Haïti pour avoir eu un rôle privilégié dans le gouvernement précédent. Et par Twitter, par Facebook, évidemment par le cellulaire, j'avais de l'information de première main, puis je savais qu'il y avait des gens qui nous contactaient directement, qui étaient là-bas, puis qui n'avaient aucune idée de ce qui... les gouvernements ne savaient pas ce qui se passait, là. Et ça m'a permis d'envoyer à Carrefour, par exemple, en collaboration avec la Croix-Rouge, un hôpital de la Croix-Rouge allemande. On a sauvé des vies. Il y a des gens qui nous disaient, on est pris là, puis il n'y a personne qui vient nous voir, venez nous chercher. Ça m'a permis aussi de se dire, bon, ben écoutez, peut-être que de telle ou telle façon, on devrait s'aligner autrement. Donc, pour moi, c'est une belle... On parlait de complémentarité tantôt. C'est une complémentarité, c'est une proximité. Et ça permet aussi une plus grande responsabilité, tant au niveau des décideurs qu'au niveau de ceux qui travaillent sur le terrain. Et évidemment, quand on a parlé de cette conférence de presse avec le Ceci et le Merville et les autres, c'était que oui, on a vu des histoires d'horreur avec les événements précédents, notamment avec les Gonaïves lorsqu'il y a eu l'ouragan Jeanne. Et puis, c'est un chien de garde extraordinaire, Twitter. Ça nous permet de ne pas se faire berner. Alors, on savait qu'en utilisant ces outils-là, l'argent qu'on ramassait, puis ça a été extraordinaire, cette générosité puis cette belle symbiose entre l'ensemble des ONG, la population québécoise et canadienne et la communauté avec la diaspora, évidemment. Ça nous a permis, justement, de nous assurer, en quelque part, que l'argent puisse aller directement. C'est un check and balance. C'est une imputabilité tant face au donateur que celui ou celle qui reçoit les dons. Et ça a été pour moi une révélation. On a tous parlé de la situation en Iran, par exemple. Donc, c'est un outil pour moi qui va être extrêmement important et on ne fait plus la politique de la même façon. Maintenant, il y a un côté ludique à ça. On peut s'amuser, on peut avoir du plaisir, on peut donner les grandes lignes du match de hockey de ce soir entre le Canada qui va battre les États-Unis. Merci de nous tenir au courant d'ailleurs. Mais oui, non, mais je travaille. Très bien. On dort pas beaucoup, mais c'est intéressant. Mais je trouve que ça nous permet de nous rapprocher davantage des gens. Dans les médias sociaux, il y a le mot sociaux. Et je pense que ça, je pense que mes collègues devraient faire la même chose. Bien, c'est justement, on a l'impression que c'est votre antenne pour avoir un lien direct, le pouls de la population. Et Michel le disait tantôt en vous présentant, vous êtes le politicien qui est le plus actif dans la twittosphère. Quelle est la perception que vos collègues... Oui, c'est sûr, parce qu'on vous voit toujours comme ça. Elle vous tweet? Pour vous parler, vous envoie. Parce que je peux avoir... D'ailleurs, je vibre déjà, vous voyez? J'ai déjà mon BlackBerry. Bon, on va vous donner le truc, là. Parce que sur mon BlackBerry, c'est pas toujours derrière un portable. Là. Ça veut dire que... mais je ne le fais pas en conduisant, par exemple. Mais quand je reçois plein de messages, et tout est direct là-dessus, quand quelqu'un m'envoie un message, je lui réponds, puis je leur dis ce que je fais de temps en temps. Quelle est la perception que vos collègues ont de Twitter dans la politique? Est-ce que Twitter a bonne presse? Est-ce que je vous dirais que Twitter a eu a meilleure presse que Facebook, parce que Facebook c'était beaucoup plus ludique. Twitter, ça nous force en 140 caractères à dire ce qu'on veut faire ou ce qu'on pense. Il peut y avoir... J'ai eu de mes collègues qui se sont levés en chambre pour s'excuser parce que des fois, on oublie qui on est, hein, puis on en dit des pas pires. Alors, relisez-vous, s'il vous plaît, avant de le mettre sur activer. Mais non, je pense que c'est devenu un outil. Vous
parlez de moi, mais l'exemple, c'est Obama. Obama a fait sa campagne présidentielle sur Twitter, Facebook et les autres médias sociaux. Alors. J'ai une petite question qui arrive justement du web. Et il y a des gens qui sont sceptiques. Il y a des gens qui sont convaincus que vous avez une équipe en arrière de vous. Alors, vous tweetez seul et vous Facebookez seul. Mes niaiseries, mes bons coups viennent de moi. Alors, les sceptiques seront confondus. Du Capitaine Bonhomme, voilà. Juniel Barrault, vice-consul d'Haïti, quel est le regard que vous portez sur ces dernières semaines et le rôle que les médias sociaux ont joué? Pour commencer, je vais saluer l'honorable Denis Coderre, l'infatigable Denis Coderre, qui soutient la population haïtienne depuis toujours. Il est toujours présent. Et chapeau pour vous. Ah, merci en pile. Solide. Et je salue tous les invités au plateau. Je vais vous dire d'emblée que SMS a sauvé des vies en Haïti. Oui, on a eu des gens piégés sous les décombres et à partir d'un SMS, on a pu les retrouver. Il y a une dame qui, quelques jours après, 4-5 jours, qui dit « Je suis encore là, je suis vivante, venez me chercher ». Elle a été retrouvée. Et au début du séisme, c'était impossible de communiquer par téléphone. Je pense 30 minutes après, la communication existait encore, mais après, on a mis 4-5 jours avant d'avoir vraiment les premières communications. Et tout s'échangeait par SMS et via Facebook. On a des groupes de Montréal aussi aux États-Unis qui ont construit des pages spéciales et que des personnes sur le terrain, si on leur fournit l'adresse de notre personne, peuvent aller vérifier et reporter cette information. Ça a été très utile pour les gens qui vivaient dans l'angoisse ici et qui ne pouvaient pas avoir d'informations de leur famille. Aussi, ce qu'on voit de plus en plus aussi, parce que vous savez, nous, la diaspora haïtienne est très nombreuse à l'extérieur et c'est très difficile de se regrouper, de se parler. Ce qu'on voit maintenant aussi sur la toile, Facebook, Twitter, les gens se regroupent. Les gens échangent beaucoup sur toutes sortes de projets, d'informations. Et ça peut être une activité qui n'est pas relayée par les grands médias. Et on a cette information sur Facebook. Actuellement, c'est les réseaux sociaux, la source d'information pour plusieurs choses. Évidemment, les grands médias traditionnels ont fait un travail exceptionnel aussi. On a eu une couverture exceptionnelle qui a mobilisé les gens aussi à donner. Mais je crois que quand la tension baisse dans les grands médias, mais les réseaux sociaux restent. Pourquoi? Parce que c'est plus proche des gens. Les gens sont beaucoup plus concernés, c'est des amis. J'ai un ami haïtien, j'ai une copine haïtienne, et je me sens plus impliquée aussi. Et étant donné qu'ils peuvent réagir, qu'ils suivent exactement les projets, ce qu'ils donnent, les ONG à qui on donne, donc ce qui fait que les gens suivent beaucoup plus aussi les réseaux sociaux. Je pense que... Et Mme Barrault, on avait parlé aussi, lorsqu'on s'était rencontrés cette semaine pour préparer ce plateau, mais il a dit que l'outil Skype avait été très utile pour rejoindre la diaspora. Moi, je me demande, là, parce que vous êtes le vice-consul d'Haïti. Oui. Vous devez aider à reconstruire votre pays. Vous devez aider à reconstruire le gouvernement, parce qu'on sait que le palais présidentiel a été brisé. On sait qu'il y a beaucoup de dommages. Comment les médias sociaux vous aident à reconstruire votre pays dans les faits? Est-ce que vous utilisez ces médias-là pour communiquer avec certains membres du gouvernement, avec certains fonctionnaires? Est-ce que ça vous est utile présentement? Et oui, j'ai communiqué avec quelques membres, quelques fonctionnaires via Skype, aussi sur Facebook. Il y a des gens, par exemple, se demandaient est-ce qu'ils étaient vivants. On n'avait plus de nouvelles, mais j'ai pu vérifier le lendemain du séisme, par exemple, à 14 heures, j'ai vu quelqu'un en ligne ou bien la personne s'est manifestée. Ben, là, on se sent soulagé. On se dit, bon, cette personne est en vie, cette personne travaille. Mais c'est sûr qu'on ne communique pas très souvent par Facebook, par Skype avec Haïti, pas avec le gouvernement haïtien. En tout cas, on n'est pas encore à ce niveau. Ça s'en vient, j'imagine. Mais ce qu'on utilise présentement, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, c'est vraiment avec la diaspora. Vous savez, ici, on a un colloque fait par la diaspora le 4 et 5 mars prochain à Montréal. C'est une initiative d'un groupe de la diaspora à Montréal.
Et à travers les réseaux sociaux, on invite les gens de New York, les gens de Washington, les gens de Miami, les gens de France. Donc, il y a tous ces outils-là qu'on peut utiliser pour faire assister à ce colloque à plus de personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et puis, entendre leur voix aussi. Les gens s'expriment beaucoup. Et c'est une opportunité incroyable pour les gens de se faire entendre aussi. Et pour votre colloque, dans la dernière portion de ce webauton, on va expliquer comment, avec une caméra, avec un lien Internet, avec un laptop, vous pourriez filmer la conférence et la mettre sur Ustream, comme on fait présentement, et permettre justement à la diaspora qui n'a pas pu se déplacer d'assister et de poser des questions comme les questions qu'on a aujourd'hui via le chat. Super bien, Michel. Ce qui est important, ce webauton-là, parce que là, dans les dernières semaines, on a eu les Olympiques, on a eu les excuses de Tiger. Là, on est en train d'oublier, il y a eu la conférence de Montréal pour Haïti, mais là, on a le pressentiment, là, il y a comme un flottement. Là. Et les médias sociaux, et notre responsabilité, c'est de s'assurer que si on veut vraiment parler de développement et de reconstruction, il ne faut pas oublier. Et il ne faut pas laisser tomber les ONG. Les ONG vont être eux sont sur le terrain, puis ils ont besoin de cette aide-là. Alors, c'est pour ça que, je salue l'initiative de ce webauton, mais ça doit être le début d'un autre grand chapitre en vue. Parce que là, on parle de 10 ans, on parle de ramasser des milliards, de travailler, puis que la communauté internationale doit travailler, mais des initiatives comme aujourd'hui, c'est aussi un mode de survie parce que ça nous permet de garder en vie cette situation-là pour leur dire, écoutez, là, on a besoin de vous autres, là, c'est pas juste de faire un don, c'est de continuer à échanger, puis à travailler ensemble pour qu'on puisse rayonner, pour aider à redonner le lustre à la perle des Antilles. C'est clair. Les prochaines semaines seront cruciales, justement. Là, notamment, on pense là, au mois d'avril où les grandes prix vont arriver. C'est la saison des prix, les ONG qui sont présentes. Moi, j'aimerais qu'on se tourne un peu du côté de nos ONG et puis qu'on voit ensemble, là, il nous reste 30 minutes, Michel, qu'on puisse comprendre un peu les défis que rencontrent nos ONG. Et puis, ensemble, on fera un peu de remue-ménage pour tenter de vous outiller. Et puis, avec notre expert aussi qui est en ligne, John Osborne, qui est toujours en ligne, là. John, s'il vous plaît, soyez à l'écoute parce que là, on va entendre un défi, ou quelques défis que le CECI doit relever au cours des prochaines semaines pour être encore plus performant sur le terrain. Julien Carlier, vous occupez des affaires Internet au CECI. Oui. Quels sont les défis là, que vous avez à rencontrer? Je pense que ce que John a dit tout à l'heure sur le côté formel-informel, je pense que le CECI, on est plus dans une communication formelle avec les relations presse, des choses comme ça. Et puis quand on s'adresse aux médias sociaux, il y a vraiment plus le côté informel. Donc nous, il faut qu'on structure notre communication en interne pour envoyer ces contenus plus informels sur ce qu'on fait sur le terrain au jour le jour, dans des pays d'Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud, en Haïti aussi en ce moment pour les efforts de reconstruction. Donc ça, c'est le premier grand défi qu'on a, c'est quel contenu on va passer dans quels médias. Le deuxième, c'est le format qu'on va utiliser. Donc, on a aujourd'hui la multiplication, la photo, la vidéo, le son. Quelle plateforme on choisit aussi pour le diffuser. Donc, ça, c'est... Présentez-nous les images. Myriam, les images qu'on voit présentement, c'est quoi? Je pense que tu t'en souviens très bien. Là, on était le premier jour. En fait, on venait de débarquer de l'avion et c'est la visite 15 janvier dernier du centre-ville de Port-au-Prince. Je pose la question à vous du CECI et vous de Oxfam. Et le mot est revenu à quelques reprises là, depuis notre début du webauton, on parle d'une dimension ludique avec les médias sociaux. On parle même, par exemple, là, ça a été utile pour vous d'utiliser le BlackBerry ou encore le iPhone sur le terrain. Mais quand on est une ONG, est-ce qu'on peut aller voir son patron et dire, bon, maintenant, il faut qu'on débloque des budgets pour que tout le monde ait des iPhones, puis tout le monde ait des BlackBerry? Je sais pas, ça c'est un peu antinomique avec l'idée d'une ONG. Ça serait intéressant. Non, mais juste revenir sur le côté ludique, je pense qu'il y avait comme, ça m'a fait penser au début sur Facebook, on a eu vraiment une réaction tu sais, des fois on est plus ludique aussi, ouais. Mais pendant Haïti, il y a vraiment eu les gens sur leur statut hésitaient. Moi, j'hésitais à aller changer mon statut personnel pour quelque chose de très, très superficiel. Donc, à Oxfam, j'avais eu cette espèce de recul-là aussi au niveau ludique. Je ne peux pas parler pour le CECI. Chez Oxfam, je considère que je suis très chanceuse. Donc, j'ai le poste nouveau média. J'ai une ONG qui m'a appuyée. Donc, quand on a rentré Facebook, YouTube, c'est d'autres façons de communiquer. Ça brasse un peu la cage au début parce que c'est nouveau, mais on le voit, c'est super intéressant. Puis ça ne demande pas des gros investissements. C'est simple. C'est quelque chose que les ONG devraient mettre en place comme outil. Là. On dit que ça prend ton téléphone puis tu peux communiquer beaucoup.
Mais justement, c'est que la plupart des outils médias sociaux sont des outils gratuits. C'est ça? Donc, c'est certain que ça prend des gens qui vont s'en servir. Il y a des gens qui vont être payés pour mettre sur pied ces médias sociaux-là. On en a parlé un peu plus dans la dernière portion, mais essentiellement, c'est de faire travailler les réseaux. Et une des problématiques, je suppose, des ONG et je suppose aussi des gouvernements, c'est qu'un réseau social, idéalement, il faut le mettre sur pied avant d'en avoir besoin. Oui. Et lorsqu'on en a besoin, il est là. Et évidemment, quand arrive une crise comme Haïti, ben, c'est un moyen qui peut aider à grossir un réseau, mais il faut le faire vivre, le réseau. Il faut le faire vivre quand il n'y a pas de crise. Mais je suis totalement d'accord. Comme je vous disais, nous, on était là depuis 2007. Puis j'avais l'impression que ça bougeait plus ou moins. Donc, je m'occupais de la page Facebook. Les gens commentaient, mais pas plus que ça. Mais c'était là. Il y avait comme 1500 personnes qui nous suivaient. Puis quand Haïti est arrivé, là, ça a fait boum. Puis là, tout le monde s'est mis à commenter, à poser des questions, à réfléchir. Donc, il y avait un réseau qui était là, peut-être plus tranquille, mais oui, ça prend un travail de plus longue haleine. Michel, il y a John Osborne qui aimerait réagir. Oui, juste avant que John réagisse, on parle d'aspect ludique. Et dans les commentaires des gens, on a des commentaires ludiques. Premier commentaire ludique, il y a des gens qui me demandent les logos sur mon laptop, est-ce que c'est des commandites? Alors, le logo sur mon laptop, là, pour les gens, là, c'est un peu comme le gilet que tu portais quand tu étais allé à Haïti. Les journalistes, là, ils ont une espèce de chemisier avec des grosses poches, pas de manches. Là. Pour une geek comme moi, c'est des logos. Alors, c'est ludique, c'est nounours. C'est pas une commandite. Mais moi, c'est une commandite de l'émission Le Lab que j'anime. Ah, ben oui, c'est ça. Et une autre question qui vient, et ça, je pense que, Mme Barrault, vous allez pouvoir nous répondre à ça. Il y a des rumeurs qui disent que l'argent des dons, et même les ONG, vous pouvez nous répondre à ça. Il y a une rumeur qui dit que l'argent des dons serait placé dans des placements à risque et pas dans une fiducie. Est-ce que vous démentez cette information-là qui est une rumeur? L'argent des dons, ça va vraiment aux Haïtiens? Ça va pour nous, c'est en quelques minutes, quelques secondes presque, là, que l'argent est dépensé. Là. Il y a des actions qui sont menées sur le terrain depuis le 13 janvier. Donc, l'argent n'est pas placé. C'est pour ça qu'on fait des appels aux dons. C'est justement pour pouvoir déployer des activités le plus rapidement possible. Hein. Et vous... Je n'ai pas cette information-là, mais... OK. Mais vous, l'argent que vous savez qui s'en va à Haïti, ça s'en va vraiment aux Haïtiens? Mais les gens sont très actifs, en tout cas les ONG sont très, très actives en Haïti. Moi, j'ai eu beaucoup de commentaires. Au début, c'était un peu plus difficile parce qu'on sait qu'on était devant un chaos total. Oui. Mais les gens se sont organisés au fur et à mesure et l'aide arrive. Moi, on me dit que l'aide arrive et on a de l'information régulièrement. Oui, l'aide arrive, alors... D'ailleurs, juste avant qu'on passe à Christian qui a des choses à nous dire, on rappelle aux gens que vous pouvez aller sur le site haïti.guignoletduweb.org et dans la barre latérale de droite, vous avez des hyperliens menant directement aux pages transactionnelles d'organismes venant en aide aux Haïtiens. On vous invite fortement à cliquer sur ces hyperliens-là et à faire des dons. Oui, Christian, tu avais une information. Oui, la question concernant les rumeurs s'est transformée de façon intéressante sur le chat, à savoir qu'on dit, mais en fait, on a très peu d'informations sur la façon dont est dépensé l'argent de tous ces dons. Est-ce que les médias sociaux ne pourraient pas justement aider à retourner l'information aux donateurs et au public de savoir où va l'argent? Parce que c'est une question qu'on se pose, puisqu'on voit à la télévision des Haïtiens qui n'ont toujours pas d'eau et pas d'abri pour passer la période des pluies. À vous. Bien, je crois qu'en effet, je pense que chez Oxfam, ça a été la même démarche. Là. Ça a été d'envoyer des gens sur le terrain avec différents outils de communication, que ce soit le blog, que ce soit des caméras, Twitter, rapidement pouvoir donner l'information. Je me souviens, on était dans certains camps, des fois, on donnait de l'eau, on a pris des photos, on l'a relayé. Donc, je pense que pas mal tous nos collègues des ONG, en tout cas au Canada, l'ont fait, ce travail-là. Je pense que l'information est très, très, très accessible. Les gens vont sur les sites, sur nos pages Facebook. Nous, on avait des courriels à tous les jours de ce qui était fait sur le terrain. Donc, Et ce sont d'ailleurs des communications qui sont assez populaires parce que moi, justement, j'ai versé sur mon compte YouTube
des segments filmés avec l'iPhone de distribution d'eau à Haïti. Puis ça a été des segments qui ont été très, très populaires. Les gens ont... Probablement, s'il y a un problème sur le terrain, doit être un manque de coordination, parce qu'on sait qu'elle est là, elle est arrivée à l'aéroport, etc. Mais ça peut être une mauvaise coordination entre toutes les ONG, parce qu'on me dit qu'il y en a quand même pas mal. Et si je peux me permettre, est-ce que je peux me permettre? Très rapidement, s'il vous plaît, très rapidement. C'est clair aussi que les communications des ONG est en compétition avec les communications des médias. Donc, les médias, c'est normal qu'ils doivent aller voir ce qui se passe de problématique, où sont les goulots d'étranglement. Par contre, nous, on compétitionne avec l'information des activités qu'on fait et de ce qui se passe bien. Il y a John Osborne qui a son bras olympique levé depuis environ 10 minutes à Vancouver qui veut nous parler. D'abord, le son, probablement parce qu'il y a plein de monde, c'est difficile pour moi de suivre la conversation. C'est très possible que vous avez déjà touché sur ces points-ci. Mais je crois que aujourd'hui et dans l'avenir de court terme, la chose le plus important, et sans doute vous en avez beaucoup parlé, c'est comment tout ça, les flots d'informations, l'implication des gens, le ramasse de l'argent, le regroupement des ressources, etc. La nécessité critique maintenant, c'est d'être efficace dans tout ce qu'on fait, même les choses formelles, les choses informelles. Et je crois qu'il y a une belle opportunité d'apprendre, je parlais tantôt de, entre guillemets, l'architecture de tout ça. On peut s'en servir de plein de services web pour créer, en fait, assez rapidement, des genres de tableaux de bord pour suivre l'efficacité des choses, pour insérer soit quelque chose centralisé ou quelque chose décentralisé pour augmenter l'efficacité, etc. Mais le gouvernement, les NGO, ONG, etc., les choses importantes, en fin de compte, seront la validité et la fiabilité de l'information. Ça, c'est un des risques dans les flux continuels d'information, c'est de cerner qu'est-ce que c'est qui est vrai, qui est véritable, qu'est-ce que c'est que des rumeurs. Il faut peut-être créer des cartes et des tableaux de bord pour suivre tout ce qu'on peut faire et cerner où est-ce qu'on va mettre notre énergie, nos ressources dans les premiers temps ou dans les prochains temps pour rester et augmenter cette efficacité. Ça va être un grand expériment d'apprentissage de comment utiliser tous ces outils et l'énergie des gens, je crois. Ouais. John, toi, tu es le spécialiste de la hiérarchisation du réseau. D'ailleurs, tu as inventé un mot qui est largement utilisé aujourd'hui, qui s'appelle la hierarchy. Est-ce que tu peux nous parler un peu de justement cette hiérarchisation des médias, des réseaux, et comment ça pourrait venir en aide aux ONG et au gouvernement? Oui, bien sûr. En fait, j'avais une journée intéressante hier. Je passais la journée avec un Hollandais qui est l'auteur d'un livre, peut-être vous avez entendu parler, c'est The Internet of Things. Ce qui est clair, c'est que d'ici un autre 5 à 10 ans, nous serons de plus en plus entourés par des objets intelligents. Quand je parle de hierarchy, j'utilise une définition quasi formelle. C'est un flux dynamique dans les deux sens, top-down et bottom-up, de l'autorité et le pouvoir. Et c'est basé sur le savoir, la fiabilité, la confiance et une concentration sur des résultats. C'est clair qu'aujourd'hui, avec le web, avec les hyperliens, avec maintenant l'enracination du web dans le web 2.0, l'utilisation par des milliers de gens de videophones, iPhones. Ici à Vancouver, on voit les Olympiques, tout le monde prend les photos, envoie les choses, etc. Que le end user a beaucoup de pouvoir, beaucoup plus que dans le passé. Ça ne veut pas dire que les gens en haut, les hiérarques, n'ont pas un rôle à jouer, mais il faut qu'ils apprennent
que c'est un dialogue aujourd'hui, c'est une conversation continuelle parce que les gens avec la capacité de utiliser les hyperliens et tout ce qui est numérique ont un pouvoir de soit de s'engager ou de rejeter n'importe quel message, n'importe quelle cause, etc. Alors, dans un certain sens, ça rend beaucoup plus aigu le jeu pour les gens qui sont les leaders. Il faut savoir, il faut qu'ils apprentissent en continuité comment apprendre, comment écouter et comment être, je connais pas le mot en français, believable, dans des situations où l'information est essentielle pour le fonctionnement d'une telle initiative. Oui. Juste pour vous dire à quel point la proximité et le fait que ce soit ponctuel et qu'on apprend des choses de ce fait, là, je viens d'avoir une information triste et malheureuse, le fait que la maman de Joanie Rochette est décédée à Vancouver ce matin d'une crise cardiaque. Non. Imaginez-vous, là, à l'époque des nouvelles, on aurait attendu toute la soirée avant d'avoir la réponse nécessairement. Là, par Twitter, j'ai reçu plein de gens qui m'ont envoyé cette triste information. Bon, évidemment, on va Oui, on va il y a une offrir initiative ici à Vancouver, je crois, que les gens, ou peut-être j'ai lu dans les États-Unis, je ne m'en souviens plus, que le Twitter sera utilisé aussi dans les opérations chirurgiques, avec le nom effacé, mais un update d'un tel patient vient de recevoir telle et telle chose, les choses vont bien, nous sommes ici dans l'opération pour une autre 30 minutes, etc. Alors, bref, vous Alors, permettrez, assez intéressant pour la François. famille de suivre l'opération sur Twitter. On doit évidemment offrir nos sympathies. Joanie qui commençait dès les prochains jours sa performance. Alors, juste pour dire à quel point là, c'est un outil qui est instantané. Il y a Claude Malaison, consultant intranet et entreprise 2.0, qui n'a pas intervenu encore. C'est un peu le plan. Je voulais que vous entendiez un peu les défis, les problématiques que rencontrent nos ONG. Et je suis sûr, Claude, que tu as quelques idées en tête pour les outils. Surtout en particulier de ce que John vient de parler. Il parlait beaucoup de la nécessité d'agréger les informations qui viennent, que ce soit de Twitter, que ce soit de Facebook et les autres. Il en existe déjà. Entre autres, je ne sais pas si vous le savez, mais Ushahidi, ça existe. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui le connaissent. Ouais. C'est justement une plateforme d'agrégation de nouvelles pour justement les situations d'urgence. Et évidemment, ça agrège tout ce qui se sort des médias sociaux, mais aussi des sources traditionnelles. Donc, il y a ça. Il y a aussi, et c'est eux, en passant, qui ont produit la carte interactive, justement, sur Haïti, en passant. Et il existe aussi d'autres outils, comme sur Facebook, il y a Global Disaster Relief, qui est aussi une forme d'agrégation de ces contenus-là. Et il y a un moteur que peu de gens connaissent qui s'appelle Darwin, qui permet d'agréger en temps réel toutes les conversations qui se font sur le web social. Ça, c'est une chose. Moi, je voulais intervenir sur une autre chose parce qu'on n'en parle pas souvent, mais quelque part aussi, dans la reconstruction d'Haïti, il y a des gens qui vont avoir un rôle crucial à jouer. Ça s'appelle les entreprises. Et quelque part, moi, les entreprises, je trouve que les entreprises, présentement, ne sont pas assez présentes, ne sont pas assez Web 2 non plus. Donc, quelque part, je prends l'exemple de des caisses populaires. Les caisses populaires, c'est une de celles qui ne font autre chose que juste donner de l'argent. Donc là, ils vont évidemment faire des efforts et demander à leurs employés de les aider à la reconstruction de ces caisses populaires à Port-au-Prince. Donc déjà là, c'est quelque chose de bien de faire participer les employés, mais il y aurait beaucoup plus de choses qui pourraient se faire, entre autres. Il y a ce qu'on appelle un réseau social que peu de gens connaissent. Ça s'appelle des idées agora. Une idée agora, c'est quoi? Le mot dit agora d'idées, on s'entend? Ça a été un concept qui a été développé par un gars de Toronto qui s'appelle Don Tapscott. Et c'est finalement la vieille boîte à idées qu'on avait quand on allait chez Saint-Hubert et qu'on nous demandait notre avis sur le boîte à suggestions, là. Mais des suggestions, mais des idées. Donc, demander aux employés de participer. Je prends l'exemple des caisses populaires, mais pourquoi pas demander justement aux employés de participer et de donner des idées sur qu'est-ce qui pourrait se faire
comme entre autres, celui qui est responsable, qui s'appelle Pierre Turcotte, là-bas, dit qu'il va y avoir des défis très importants à relever, entre autres au niveau de l'équipement informatique, de la réinformatisation de tout le réseau. Mais pourquoi ne pas demander aux employés, justement, de sortir des idées, justement, pour être capable de relever ces défis-là? Et sur un site Idéagora, ce sont les employés qui vont mettre leurs idées là-dessus et ils en discutent entre eux. Ils trouvent les meilleures idées. Tu touches un point qui est très pertinent, puis j'ai comme l'impression que c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est-à-dire que les entreprises vont être sollicitées justement pour contribuer à l'aide en Haïti. Parce que là, les citoyens ont quand même beaucoup donné, d'ailleurs, les Canadiens. Imaginez maintenant, là je parle des caisses populaires, mais si on parle de toutes les compagnies de matériaux, de construction, architecture, ingénierie, alimentation, toutes ces entreprises-là mettent leurs employés à profit dans ce cadre-là. Toi, Claude, comment tu ferais si tu étais une ONG comme Oxfam, comme ceci, pour bâtir une communication, pour approcher et solliciter ces entreprises-là à donner? Donc, moi, ce que je ferais, je les approcherais en leur disant, on a besoin des idées et on a besoin de l'apport de vos employés parce que ce sont, dans les entreprises, ils ont des experts, ces gens-là. Donc, ce sont des experts dans leur domaine. Et pourquoi ne pas solliciter leurs idées sur la reconstruction? Et après ça, si les idées sont mises en place, rendre compte du travail sur place. Je pense que vous parliez que vous aviez un blog déjà. Donc, sur place, bloguer sur ce qui se fait. Donc, envoyer des gens, des entreprises sur place pour motiver les employés à continuer à travailler ici. Parce que, à mon avis, il y a une motivation qui doit se faire en temps continu ici, donc via les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux à l'interne des entreprises ne sont pas très développés, mais sur les réseaux sociaux traditionnels à l'extérieur de l'entreprise. Claude Ménezon, merci. La conférence de Montréal et les autres conférences pour les pays donateurs, les conférences pour les diasporas, je pense qu'à l'agenda, on devra mettre sur pied un genre de registre où, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit bordélique, là, tout le monde peut faire son petit bout de chemin, mais il faut qu'il y ait un fil continu. Il faut qu'on puisse se donner un genre de grille avec des échéanciers bien précis. Et je pense qu'en ce sens, c'est là que les médias sociaux est un outil intéressant. Vous avez évidemment les caisses populaires qui, parce qu'il y a des caisses là-bas, ils font beaucoup de microcrédits. Donc, il y a une initiative qu'on doit prendre de façon individuelle. Mais si vous avez remarqué, cette fois-ci, l'ensemble des entreprises ont dit quoi? On dit donner à Oxfam, donner au ceci. Vous avez eu la coalition humanitaire, il y a eu la Croix-Rouge et tout ça. Donc, il y a eu un choix éditorial, je dirais, où maintenant on a dit donner tous au niveau des ONG. Mais pour la reconstruction, quand on a besoin d'informatique, on a besoin d'infrastructure, on a besoin de tout ça, il faut que les gouvernements, en s'associant avec le secteur privé, puissent avoir un genre de modus operandi là, qui va leur permettre justement que tout le monde puisse être mis à contribution. Mais cet outil-là peut devenir à ce moment-là une façon d'atteindre les entreprises qui sont intéressées. Oui, j'ai une question pour vous, M. Coderre. Vous êtes au gouvernement. Non, je suis dans l'opposition. Vous êtes dans l'opposition. Vous êtes au Parlement. OK, ça c'est mieux. Vous êtes au Parlement. Là, ça sent bien. Ben oui, je ne suis pas conservateur. Ben oui, c'est ça. Vous êtes au Parlement. Oui. Et on sait qu'au Canada, puis on sait qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Open Government, qui est un mouvement où on essaie dans le gouvernement, rentrer les médias sociaux et utiliser l'input citoyen pour aider le gouvernement à être plus efficace. Vous, est-ce que c'est le genre de sujet que vous allez discuter avec vos collègues, que vous allez pousser pour que finalement le citoyen canadien puisse avoir son mot à dire dans la gouvernance de l'État et puisse prendre parole grâce notamment aux médias sociaux pour aider à être encore plus efficace? Et c'est aussi une question que je vous pose à vous, Mme Barrault. C'est une chose qui pourrait être faite pour aider Haïti, c'est-à-dire d'utiliser la parole citoyenne pour donner des idées d'Idéagora, comme M. Malaison le propose, mais aussi pour pouvoir intervenir en temps réel avec des bonnes idées qui pourraient être plus efficaces. C'est-à-dire il y a une base individuelle. C'est-à-dire comme moi, comme député, les gens me parlent directement. Il y a une réalité gouvernementale. Je pense qu'il y a eu mauvaise presse, Facebook à un moment donné, et puis Twitter, mais surtout Facebook, quand le côté ludique a fait en sorte que les gens disaient, bon, ben, tu es sur Facebook, donc tu ne travailles pas. Donc il y a eu une réalité, je dirais, au niveau même de la fonction publique et tout ça. Je pense que il y a un mal pour un bien, malheureusement, avec la situation d'Haïti, puis on l'a vu ailleurs. Je pense que le fait que ça devient un outil
pour qu'on puisse avoir cette spontanéité-là, puis qu'on puisse avoir un lien direct avec une population, un Polaroid du moment. Je pense que ça peut être intéressant. Mais dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que la gouvernance n'est plus la même. On doit faire les choses autrement. Et les médias sociaux deviennent cette complémentarité qui nous permet d'avoir un point de vue immédiat, instantané de la population sur un projet de loi, sur une politique à prendre ou sur une consultation, tout simplement. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Je suis même d'accord avec le vote électronique. Il faut qu'on redéfinisse même notre façon d'agir comme député à l'intérieur même du Parlement. Donc, ça, c'est le e-politique, là. Je pense qu'on est dû. La porte est ouverte. Mais il y a une éthique. Oui. Il doit y avoir un code de responsabilité. Il y a un code d'éthique et de déontologie qui est important. Parfaitement tout aussi important qu'on doit mettre de l'avant. Parfaitement d'accord. Mais de toute façon, quand il n'y a pas d'anonymat, quand les gens parlent en leur nom, bien, souvent, ça règle les problèmes que vous avez pu soulever. Et de toute façon, un des mythes des médias sociaux, c'est que les gens ont l'impression qu'on peut dire n'importe quoi. Bien, malheureusement, là, rapidement, quand il y a eu la cérémonie d'ouverture où il y a eu du manque de français, il y a eu une guerre où beaucoup de gens anonymement nous ont envoyé paître avec des mots pas très, très gentils. Donc, je pense qu'il va falloir gérer aussi cet anonymat et la façon de réagir par rapport à cette relation entre le gouvernement, les députés et puis la population. C'est une des grandes questions là, de cette semaine qui a attiré l'attention de plusieurs personnes. Il y a John Osborne qui souhaite réagir de Vancouver. Monsieur Osborne, on vous écoute. Oui, je me souviens, je crois que c'est pas dans la même piste de la discussion juste courant, mais je voulais faire le point qu'on ne devrait pas s'oublier de tout ce qui est venu devant nous, et je crois qu'aujourd'hui aussi dans les médias sociaux, peut-être vous en avez parlé tantôt, mais n'oublie pas que c'est très très facile de créer sa propre publicité avec des web services et des façons de ramasser de l'argent, soit PayPal, soit d'autres façons de tip jar, etc. Mais je retourne aussi aux perspectives que de plus en plus, avec des événements comme cette catastrophe ou d'autres, je crois que nous serons, d'ici une autre année ou deux, capables de créer des tableaux de bord assez intéressants pour conduire de façon plus efficace les réponses à des catastrophes ou des urgences comme ça. Nous allons voir comment combler, comment combiner le formel, l'informel, et pour filtrer ce qui est fiable comme information, parce qu'il y a vraiment ce problème de les gens disent n'importe quoi. C'est vrai aussi dans la vie réelle. Quelqu'un qui croise un autre sur la rue, on discute beaucoup dans les rumeurs, etc. Mais n'oublie pas que nous sommes dans une période de grand apprentissage de comment utiliser ces choses-là. Bien sûr, notre hôte, Michel Blanc, est un des leaders dans ce domaine. Il est incessamment impliqué avec comment utiliser ces outils d'une façon intéressante, efficace et rapide. Merci beaucoup, John. On arrive. Je dois vous interrompre, John, parce qu'on arrive à la fin de notre heure. John, désolé, on arrive à la fin de notre heure. Je dois vous remercier beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On arrive à la fin de notre heure et il nous reste très peu de temps pour faire un dernier tour de table. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Votre expertise a été riche. Rapidement, qu'avez-vous appris de cette catastrophe en Haïti? Au niveau du CECI, oui, je pense que c'est au niveau de la rapidité sur laquelle on peut réagir. Et puis, il y a un point qu'on a discuté un peu, mais c'est au niveau des ressources. C'est sûr que nous, on reste une agence de développement, donc il faut quand même investir un minimum de ressources pour travailler sur ces contenus et une polyvalence parce qu'on a différents médias. Les prochaines semaines pour vous, ceci? Ben, en fait, un défi qui va rester, si on le lit aux médias sociaux, c'est de continuer à informer le public, oui, sur Haïti, mais il y a tellement d'autres enjeux sur lesquels on travaille qui sont des fois plus difficiles à expliquer. Le développement à long terme, ça demeure aussi très important pour les ONG, puis en 144 caractères, des fois, c'est difficile à expliquer, c'est un défi. Merci. Carla, Claude, merci beaucoup. M. Coder, les prochaines semaines pour vous? Et continuons à parler d'Haïti. Continuons cette belle initiative du Web Auton. Et puis, bon Twitter à tous et vous suivrez mes commentaires
ce soir. Maquin-Bain. De pas gagner soir. Eugène Navarro, vice-consul d'Haïti, quelques secondes. Les prochaines semaines, on est encore dans l'urgence en Haïti et la reconstruction sera longue. Donc, il faut que les gens restent mobilisés, que ce soit par les médias sociaux. Je pense que c'est un bon moyen aussi de rester mobilisés. Christian, les réactions de la toile? Oui, en fait, les gens, à propos justement de l'histoire des dons et du suivi des dons, disent que les médias sociaux devraient vraiment être mis à contribution pour nous aider à suivre l'impact et donc à nous mobiliser davantage et donc aussi à rendre des comptes et que peut-être on pourrait associer, dans le cas d'Haïti, la diaspora à ce contrôle-là. Voilà. Merci beaucoup. Junia Marissa Curcio d'Oxfam. Oui, merci pour l'invitation. Donc, on va continuer. Nous, les prochaines, notre action va être concentrée. Là, les pluies s'en viennent en Haïti. Ouais. Donc, avec le commentaire ici, continuez de nous suivre sur Facebook, sur YouTube. On va vous alimenter au niveau de ce qu'on fait avec les dons. Merci à vous tous. Michel, s'il vous plaît, en 30 secondes environ, la prochaine heure, de quoi allons-nous parler? La prochaine heure, on va investiguer, on va regarder comment les médias sociaux sont en train de changer le journalisme. Et comme on le sait, pour maintenir l'intérêt sur Haïti, bien évidemment, quoi de mieux que les médias traditionnels qui ont encore la plus grosse influence sur la population. Donc, comment ce métier-là change, comment ce métier-là est impacté par les médias sociaux. On en parlait avec Bruno Guglielminetti du Carnet Techno et journaliste à Radio-Canada, Damien Van Achter de Belgique, qui est à la radio-télévision belge francophone et qui est le spécialiste des médias sociaux pour eux. On va en discuter avec Clotilde Lecoz de Reporters sans frontières et avec notre Skype officiel, Mme Beauvais. Voilà, on est ensemble pendant 2 heures encore. C'est les Roboton d'Haïti qu'on diffuse des studios de Vox à Montréal. On se rejoint dans quelques minutes. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.